Bonjour. Cette séance, le Brésil vu de France, des hommes et des lieux, va commencer. Nous avons ici le professeur David Diop, qui est maître de conférences à Pau, et habilité à diriger des recherches de littérature du XVIIIe siècle, spécialité de la littérature du voyage. Et ici, nous avons Fátima, professeur Fátima Outeirinho, qui est maître de conférences à l'Université de Porto, domaine de recherche littérature du voyage et littérature comparée. Nous commencerons par le professeur David Diop. S'il vous plaît, professeur. Merci, professeur José-Luis Jobim. Merci avant tout à Eden Viala-Martin et Lionel Dupuis d'avoir accepté ma proposition de communication. Votre colloque est pour moi l'occasion d'ouvrir un dialogue stimulant avec mes collègues universitaires brésiliens dont on peut se réjouir de la venue à l'université de Pau, grâce à vous, Eden et Lionel. Le titre de ma communication a changé. Je vais étudier deux lectures de Jean de Léry, séparées par 2 siècles, celle de Prévost en 1757 et celle de Claude Lévi-Strauss en 1957, alors que j'avais prévu de ne parler au départ que de la lecture de Prévost. S'appuyant sur Roland Barthes, Yves Citon, dans son livre intitulé « Lire, interpréter, actualiser », développe une théorie de la lecture actualisante assumée comme nouveau modèle d'interprétation littéraire. Selon lui, je cite, « L'interprétation littéraire consiste non seulement à répondre à ce qui a été écrit en dehors de toute réponse, mais aussi bien à redoubler la réponse que fournit déjà partiellement le texte lui-même par une assertion supplémentaire qui lui surajoute une nouvelle couche de sens. » Autrement dit, il s'agit de faire de l'acte d'interprétation non tant un geste d'écoute qu'un geste d'assertion. Je voudrais montrer comment, en le compilant, dans le tome 14 de son Histoire générale des voyages, publié en 1757, l'abbé Prévost actualise le récit de voyage de Jean de Léry. Si Jean de Léry, ministre du culte protestant, voit dans les Indiens Topinambou ou Topinamba du Brésil qu'il côtoie pendant 9 mois des hommes exclus de la révélation à cause de leur pratique du cannibalisme, Prévost, homme du siècle des Lumières, les comprend comme, je cite, des peuples qu'on peut nommer dans l'état de pure nature. De l'une à l'autre de ces représentations, les Indiens du Brésil sont pris dans les filets de 2 idéologies différentes, la première religieuse et la seconde philosophique, qui manifestent toutes deux une réelle volonté d'interprétation de la radicale altérité des hommes du Nouveau Monde. L'observation que fait Jean de Léry du cannibalisme est profondément liée au contexte des guerres de religion sévissant en France au XVIe siècle. La lecture qu'effectue l'abbé Prévost du regard de Jean de Léry sur les Indiens du Brésil est quant à elle fille d'un rationalisme critique qui exige qu'on les situe dans une histoire profane de l'humanité. En dernière analyse, j'évoquerai une 3e lecture actualisante qui ajoute une nouvelle couche de sens au récit de sa rencontre avec les cannibales du Brésil par Jean de Léry. Je pense à l'ethnologue Claude Lévi-Strauss dans les chapitres 9, 30, 32 et 34 de Tristes Tropiques. Jean de Léry est sidéré par sa rencontre avec les Indiens. Mais ce n'est pas cette rencontre qui motive l'écriture de son récit de voyage. C'est la colère que lui inspire le cordelier André Tévé pour les mensonges qu'il a pu écrire dans ses singularités de la France antarctique et dans sa cosmographie universelle, en partie consacrée au Brésil et publiée en 1575. Léry explique dans la préface pamphlétaire de son Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, publiée en 1578, soit près de 20 ans après son voyage, que c'est la lecture des allégations d'André Tévé, accusant les protestants français de la perte du territoire brésilien, qui a motivé l'écriture de son récit. Au fil des 5 rééditions de son récit de voyage, Léry s'en prend au mensonge d'André Tévé, qui, de son côté, le traite de maître rapetasseur de souliers ou de grand animal et ignorant personnage.
En effet, d'origine bourguignonne, Jean de Léry est cordonnier de son état. C'est un mécanique, comme on disait au XVIe siècle, ce qui ne l'empêche pas, devenu entre-temps ministre du culte protestant, d'écrire d'une façon remarquable un récit de voyage apprécié par ses contemporains. Composé de 22 chapitres dans l'édition de 1578, ceux-ci, comme on l'a vu, tout en entretenant une polémique constante avec André Thévé, réussissent à exceller tant du point de vue narratif que descriptif. Divisé en 3 grandes parties, le voyage aller, des chapitres 1 à 6, le séjour et la description du Brésil, des chapitres 7 à 20, et le voyage de retour aux chapitres 21 et 22, le récit de Jean de Léry est à la fois rocambolesque et précis. À l'aller, Jean de Léry et ses compagnons de voyage, rassemblés sur 3 bateaux, essuient de terribles tempêtes qui manquent à plusieurs reprises de les engloutir. Mais c'est le voyage de retour qui est le plus éprouvant et le plus spectaculaire. La cale chargée de bois de Brésil, bois servant à la teinture, le bateau qui prend eau de toutes parts, laisse derrière lui un sillage aussi rouge que du sang de bœuf. Jean de Léry et ses compagnons de voyage sont obligés d'actionner pendant plus de 12 heures par jour la pompe à eau pour se maintenir à flot. À cause de l'incompétence du pilote, ils s'égarent. Croyant être en vue des côtes de l'Espagne, ils ne sont qu'aux Açores. C'est alors que survient la famine. Beaucoup de marins périssent, comme dit Léry, en mâle rage de faim. Léry regrette d'avoir mangé un beau perroquet qu'il avait caché dans ses affaires 5 jours seulement avant d'être en vue des côtes de Bretagne, où lui et ses amis finissent par débarquer à bout de force. Ce qu'il faut retenir de cette famine est ce mot du capitaine du vaisseau qui avoue, selon Léry, qu'il commençait à méditer de faire tuer l'un d'entre eux pour le manger. Le lien entre ce récit de voyage de retour en Europe et la description du Brésil est dans l'aveu de cette tentation du cannibalisme que Jean de Léry a pu réellement observer en France lors du siège de la ville de Sancerre, ville protestante assiégée par les catholiques, siège dont il a publié le récit en 1573. Si la description du Brésil occupant les chapitres 7 à 20 s'intéresse à une faune et à une flore exubérantes et inouïes pour un Français du XVIe siècle comme Jean de Léry, ce sont les mœurs, la religion, les usages, leurs habillements de plus multicolores et la pratique du cannibalisme chez les Indiens Tupinambous de la baie de Rio de Janeiro qui le fascinent. Au chapitre 17, le récit du premier séjour de Jean de Léry dans un village indien pratiquant le rituel cannibale est très intéressant. Alors qu'il voyage avec un truchement normand, il s'arrête le soir dans un village en fête. Jean de Léry, se retrouvant abandonné par son truchement normand parti festoyer avec les Indiens et qui sait aller manger un morceau, raconte avoir vu apparaître tout à coup, devant son hamac, suspendu dans une hutte à l'écart de la fête, un Indien tenant dans ses mains un pied humain. Se méprenant sur ce qui était une invite à partager ce pied, sans jeu de mots, Jean de Léry croit que son interlocuteur se propose de le dévorer. Pris d'effroi et d'horreur, il se blottit dans son hamac jusqu'au lendemain matin. Quand les Indiens apprennent la raison de sa pâleur et de ses traits tirés, par l'entremise du traducteur normand, ils se moquent de lui. Franck Lestringant parle du rire de l'Indien. Il fait une très belle introduction à l'édition du Voyage en la terre du Brésil et il relève le rire des Indiens. Les Tupinambous ne mangent que leurs ennemis. Ils mangent les Portugais, mais pas les Français. Jean de Léry tire de l'observation du cannibalisme que les Indiens du Brésil sont une des seules nations du monde sans Dieu. S'il y a nation qui soit et vive sans Dieu au monde, ce sont vraiment eux. Il est convaincu que ce peuple est damné. Il écrit au chapitre 16 que c'est un peuple maudit et délaissé de Dieu. Ou bien encore au chapitre 18 que les Brésiliens ont les cerveaux merveilleusement embrouillés des ténèbres de Satan. Pourtant, il éprouve de l'affection pour les Indiens qui le surnomment Léry Oussou, ce qui signifie grosse huître en Tupinambou. Léry, c'est l'huître en Tupinambou, donc Léry Oussou. Affection réciproque qui paraîtra singulière, je cite le mot de l'Abré Prévost dans la compilation qu'il fera du récit de Léry dans son Histoire générale des voyages, où il interprète le cannibalisme des Indiens
et différemment. L'abbé Prévost n'est connu au milieu du XVIIIe siècle que pour être l'auteur de romans au parfum libertin, comme Manon Lescaut. C'est aussi le maître d'œuvre d'une entreprise encyclopédique de recension de tous les voyages européens dans le monde depuis la fin du XVe siècle. Ce qui, initialement, ne fut que la simple traduction par l'abbé Prévost d'une compilation de voyages anglaise, allait devenir pleinement son œuvre à partir du tome 8 de l'Histoire générale des voyages, en 1750. Fatigué de ses exils en Angleterre et en Hollande, où non content de vivre en concubinage avec une certaine Hélène, il avait abjuré un temps la foi catholique pour embrasser le protestantisme, l'abbé Prévost accepte, pour revenir en grâce, de mener cette immense entreprise de compilation à la demande du ministre de la Guerre, Maurepas, qui voyait là un moyen d'encourager les entreprises coloniales de la France. En pleine guerre contre l'Angleterre, l'abbé Prévost traduit donc feuille après feuille, dès 1746, au rythme d'un volume in folio tous les 6 mois, la compilation du récit de voyage du géographe anglais John Green. Suite à l'abandon de son travail par l'anglais, en 1747, l'abbé Prévost publie bon an mal an un tome de compilation de son cru jusqu'à sa mort en 1763. Dès les premiers tomes qu'il traduit, l'abbé Prévost est critique par rapport à la méthode suivie par John Green. Selon lui, elle manque de philosophie. Pour Prévost, il s'agit d'avoir une vue d'ensemble de l'histoire de la conquête européenne du monde pour donner à mesurer l'importance de chaque récit de voyage qui s'y inscrit. Le récit de voyage de Léry apparaît ainsi à Prévost comme une occasion manquée au XVIe siècle par les Français de s'installer durablement au Brésil. Ce que Prévost reproche également aux Anglais, outre leur antipapisme, c'est leur absence de méthode qu'il va tâcher de corriger quand il reprendra l'entreprise à son compte. Pour lui, si l'on ne veut pas ennuyer les lecteurs, il ne faut pas, dans une compilation, juxtaposer les récits de voyage, comme le fait l'anglais John Green, mais les soumettre à une méthode dite de réduction. C'est ainsi que dans le tome 14 de l'Histoire générale des voyages, Prévost va diviser le texte de Léry en 2 parties. Après avoir résumé ses voyages aller et retour de la France au Brésil, il versera les éléments les plus marquants du séjour de Léry dans une description générale du Brésil. Il faut noter que l'essentiel des données encyclopédiques relatives à la faune, à la flore et aux mœurs des Brésiliens, rassemblées sous ce titre de description générale du Brésil, l'abbé Prévost le tire de l'histoire d'un voyage fait en l'enterre du Brésil de Jean de Léry, préféré à nombre de voyageurs européens, même postérieurs. Léry a le don de décrire précisément non seulement ce qu'il a vu, mais ce qu'il a entendu. C'est un témoin fiable pour Prévost, que je cite, « du Brésil et ses peuples dans l'état qu'on peut nommer de pure nature, c'est-à-dire tels qu'ils étaient avant que la culture eût fait changer de face aux terres et que l'introduction des usages de l'Europe eût altéré le caractère des habitants. » Le texte de Léry est précieux car il permet de conserver la mémoire de peuples qui sont déjà dénaturés au XVIIIe siècle. Diderot et l'abbé Rélal reprendront le même argument rousseauiste dans les éditions de 1778 et 1780 de l'Histoire des 2 Indes. Mais c'est un texte que, du haut de son rationalisme des Lumières, Prévost trouve aussi exotique que son auteur. Quand il n'estime pas les termes employés par Léry trop surannés, je cite, il déplore que cet auteur, qui s'est le plus étendu sur le caractère et mœurs des Brésiliens, l'ait fait avec tant de confusion. Ce que Prévost reproche à Léry est de mêler les genres et d'ajouter à ses descriptions des Indiens du Brésil toute une série, je cite, d'exemples, de réflexions, de comparaisons étrangères dont il orne moins sa narration qu'il ne l'obscurcit. Il ne trouve pas à son goût les discours apocalyptiques de Léry appliqués aux Indiens. Substituant sa lecture philosophique à la lecture religieuse des mœurs indiennes par Léry, Prévost conclut même « Cependant, c'est de cette source bourbeuse qu'il faut citer ce qui ne se trouve point dans les autres ou ce que les autres même en ont emprunté. » Aussi Prévost met-il en scène de préférence les passages du texte de Léry qui correspondent à la construction du mythe du bon sauvage dont le bon sens étonne les civilisés. Tels ces quelques propos d'un Brésilien qui peignent merveilleusement le sens naturel de ces barbares.
où Léry dialogue avec un vieil indien Tupinambou qui l'interroge sur la folie des Français venant de si loin pour charger leurs navires de bois de Brésil. Passage qui aura pu inspirer les adieux du vieillard dans le supplément au voyage de Bougainville de Diderot. Prévost trouve Léry aussi singulier que les Indiens du Brésil. Il reprend textuellement dans la note 38 de la page 196 du tome 14 de l'Histoire générale des voyages le discours de Léry qui regrette d'avoir quitté les Indiens en l'introduisant ainsi. Il fait à son départ des réflexions fort singulières. Or voici ce qu'écrit Léry. Je cite, « Pour dire adieu à l'Amérique, je confesse en mon particulier que combien que j'ai toujours aimé et aime ma patrie, regrette souvent que je ne suis parmi les sauvages, auxquels j'ai connu plus de rondeur qu'en plusieurs de par deçà, lesquels à leur condamnation portent titre des chrétiens. L'inhumanité de l'Indien brésilien tient à sa pratique du cannibalisme qui suscite l'effroi d'abord du voyageur au XVIe siècle, tout comme celle de son compilateur au XVIIIe siècle. Mais si les humanités des Indiens et des Français semblent si éloignées l'une de l'autre, l'inhumanité des catholiques à l'encontre des protestants lors de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, n'est-elle pas pire que celle des Indiens ? Ainsi, cette singulière comparaison des humanités au détriment des Européens, qui disqualifie Léry aux yeux de Prévost, fait justement partie du charme de l'histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil pour Claude Lévi-Strauss. Dans Triste Tropique, Claude Lévi-Strauss estime qu'il n'y a pas de solution de continuité entre le regard de Léry et le sien parce qu'il ne rencontre pas les mêmes Indiens du Brésil. Je cite, « Les sociétés que nous pouvons étudier aujourd'hui, dans des conditions qu'il serait illusoire de comparer à celles prévalant il y a 4 siècles, ne sont plus que des corps débiles et des formes mutilées. C'est la fraîcheur du premier contact avec eux que l'ethnologue envie à Léry, au point que chaque fois qu'il évoque les Tupinambous surgit de son écriture une forme de rêverie poétique, nostalgique. La situation de la rencontre a changé, mais Lévi-Strauss semble vouloir la ressusciter, c'est-à-dire recréer les conditions de possibilité d'une rencontre neuve, même s'il sait que cela est impossible. Par la citation du texte de Léry, Lévi-Strauss tente presque désespérément de faire coïncider son ressenti avec celui du voyageur du XVIe siècle. Ainsi, appelé à examiner une poterie toupie découverte non loin des lieux où avait été Léry, Lévi-Strauss évoque, je cite, « ce lieu mélancolique où Léry trompa peut-être l'attente à regarder le preste mouvement d'une main brune formant avec une spatule trempée dans un vernis noir, et il cite Jean de Léry, « ces 1000 petites gentillesses comme guillochis, las d'amour et autres drôleries, dont j'interroge aujourd'hui l'énigme au dos d'un tesson détrempé. » Ces Indiens de Léry appartiennent à un monde définitivement perdu. Chez Lévi-Strauss, ce sentiment d'une perte irrémédiable au contact du monde européen, également évoqué par l'abbé Prévost, n'a pas exactement le sens que lui prêtaient les hommes du XVIIIe siècle. L'ethnologue en tire un sentiment de nostalgie étranger à Prévost. C'est la nostalgie du choc d'une première rencontre, le choc ressenti par les grands auteurs en tête desquels Lévi-Strauss place Léry, avant Staden et Thévet, qui tous trois mirent le pied sur le territoire brésilien et ce qu'ils virent alors, ajoute Lévi-Strauss, nos yeux ne l'apercevront jamais plus. Mais si les Indiens ne sont plus ce qu'ils furent, une forme de communion est toujours possible avec Jean de Léry, car les conditions de voyage sont restées les mêmes. L'actualisation littéraire du texte de Léry passe par le récit du voyage vers les Indiens Tupi, Kawaïb, dont Lévi-Strauss s'attache avec une minutie qui n'est pas innocente à prouver la filiation lointaine avec les Tupinambous de Léry. Le voyage à travers la forêt vierge est difficile, aussi difficile symboliquement parlant que la traversée de l'océan Atlantique par Jean de Léry. La forêt amazonienne actualise la distance maritime quasi infranchissable qui fut celle du voyageur du XVIe siècle pour toucher les côtes du Brésil. Chez Lévi-Strauss, ce n'est pas la mer qui est infranchissable, c'est la forêt. Une forêt qui garantit l'authenticité des Indiens qu'il va rencontrer. Mais au lieu de ces villages Tupinambous débordants de vie, où Jean de Léry nous raconte n'avoir vu ni goitreux ni paralytiques,
parmi des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants resplendissants de santé, Lévi-Strauss va trouver une population famélique, réduite à quelques individus, dont quelques-uns sont même infirmes. Le récit de voyage de Léry est bien le bréviaire de l'ethnologue, comme l'écrit Lévi-Strauss lui-même, puisqu'il y trouve des pratiques qu'il peut observer chez les Tupis Kawahibe, comme la confection de ce que les voyageurs du XVIe siècle appelaient le kawin, c'est-à-dire la beuverie jusqu'à l'ivresse d'un breuvage confectionné à partir de certaines espèces de maïs, dont la fermentation était due aux vierges de la tribu qui y crachaient une abondante salive. Aussi singulier que Léry, pour reprendre les termes de l'abbé Prévost, Lévi-Strauss se délecte lors du kawin, kawi disent les Tupis Kawahibe, de cette exquise boisson à la fois nourrissante et rafraîchissante. Je cite Lévi-Strauss. Comme Léry, dont il cite un paragraphe entier du récit de voyage, Lévi-Strauss constate que durant la nuit, je cite, sa ceinture avait été rongée par les grillons. Léry les appelle des grillés, et s'étonne d'une association étrange et exclusive, plusieurs fois séculaire, entre une espèce d'insecte et un groupement d'humains. Au chapitre suivant, le Triste Tropique, le 34, Lévi-Strauss cite encore Léry sur les dénominations chez les Tupinambous semblables à celles des Tupis Kawahibe, ou encore sur leur représentation identique de l'homosexualité. Ainsi, pour Claude Lévi-Strauss, l'histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil est un chef-d'œuvre de la littérature ethnographique, où il trouve d'une part la confirmation de ce qu'il a pu observer chez les Tupis Kawahibe en novembre 1938, et d'autre part des preuves de l'authenticité de la rencontre de Léry avec les Tupinambous en 1557. Pour conclure, je dirais que dans le récit de voyage de Jean de Léry affleure une certaine considération pour les Indiens du Brésil, comme dans la compilation qu'en effectue l'abbé Prévost. Prévost éprouve une certaine estime intellectuelle pour le voyageur du XVIe siècle, malgré, je cite, ses erreurs, car il trouve en lui des arguments pour alimenter le fil conducteur de sa philosophie historico-politique. L'histoire des récits de voyage étant celle de la conquête du monde par l'Europe, la France a laissé passer sa chance de posséder le Brésil à cause des guerres de religion qui l'ont secoué au XVIe siècle. En revanche, Prévost ne partage pas le pessimisme de Léry, qu'il trouve simplement singulier. Pour cet homme des Lumières, apologiste du progrès, les Indiens du Brésil ne veulent plus que pour cocher la petite case d'une grille de lecture des différents états de l'humanité. Comme disait Diderot à propos de Hobbes et de Rousseau, opposés sur la nature bonne ou mauvaise de l'homme, autre temps, autre philosophie. Mais il arrive que la boucle du temps se referme et finisse par réunir à 4 siècles d'intervalle, dans une commune interrogation sur leur propre monde, surgit de la rencontre avec les Indiens brésiliens, un cordonnier voyageur, Jean de Léry, et un ethnologue aux semelles de vent, Claude Lévi-Strauss. Je vous remercie. Je me déplace, je vous laisse. Je vais juste présenter en seul diapo. D'accord. Je vais parler sur la publication jusqu'après. D'accord. Merci. C'est tout? Oui, c'est tout. Alors, je commence, oui? D'accord. S'il vous plaît. Alors, je voudrais juste remercier aux organisateurs d'avoir accepté ma proposition de communication et aussi les féliciter de l'excellente organisation de cette rencontre. J'ai moi aussi changé un tout petit peu le titre de mon intervention et c'est pourquoi je l'ai projeté et vous pouvez la suivre plus attentivement. Alors, je commence. Si au XVIIIe siècle, l'initiative éditoriale dont David Diop en a parlé avant moi, intitulée « Histoire générale des voyages » ou nouvelle collection de toutes les relations de voyage
par mer et par terre, qui ont été publiés jusqu'à présent dans les différentes langues de toutes les nations connues, est bel et bien le signe de l'attention portée à un objet textuel qui se construit autour du voyage, le XIXe siècle est, lui, l'étape où l'adhésion à la pratique culturelle du voyage, inscrite dans une culture du loisir, déclenche toute une production de récits, avidement recherchés par le public lecteur, un phénomène qui se traduit par leur parution dans un premier moment dans la presse périodique, notamment dans le feuilleton, du journal, suivi de près par leur parution en livre. Découlant d'un voyage effectif, même si dans le récit de cette expérience, cela donne lieu à une émancipation face à un univers référentiel dont on est parti, par le biais de processus de fictionnalisation, les textes de voyage ont encore un public fidèle. En fait, de nos jours, et malgré l'actuelle supposée connaissance du monde par tout chacun, ne serait-ce que parce qu'il semble être à la distance d'un petit clic, cette production continue à nourrir des collections de littérature de voyage ou, dans sa version plus numérique, des blogs en offrant la singularité d'un regard, ce qui en constitue sûrement l'attrait. Parce que les récits de voyage surgissent du contact avec l'autre, ils se présentent en tant qu'espace à vocation d'accueil pour ce qui est des auto- et hétéro-représentations où identité et altérité se jouent, à impact potentiel non négligeable auprès du public lecteur. Il s'agira donc dans ces notes de réfléchir sur le rôle du récit de voyage dans la construction d'imaginaires géographiques, entendant par là, et nous reprenons la définition adoptée par Lionel Dupuy et Jean-Yves Pouillot, et je cite, l'ensemble de représentations, images, symboles ou mythes porteurs de sens par lesquels une société ou un sujet se projette dans l'espace. Il s'agit de considérer d'une part l'émergence et la circulation ultérieure de stéréotypes et d'autre part la possibilité de la redescription de représentations, le cas échéant sur le Brésil, à partir de traits constitutifs de la littérature de voyage. Comme prolégomène à notre réflexion, et bien que dans les deux cas le corpus textuel convoqué ne se limite pas en termes génériques à la littérature de voyage, partons de deux textes. Le Brésil dans l'imaginaire littéraire français actuel, image de la latinité et du métissage, de Rita Olivieri Godet, et Deus escreve direito por linhas tortas, de Régis Tetavanzi. Le premier, celui de Rita Olivieri Godet, s'attarde sur le parcours de l'imaginaire français au sujet du Brésil, sur, et je cite, la permanence des mythes qui sous-tendent ces représentations ou leur nouvelle lecture, chemin faisant, aussi verra-t-on, dit-elle, peut-être émerger de nouveaux paramètres dans ces images que donnent de l'altérité brésilienne les productions littéraires françaises. Ayant comme corpus d'analyse des romans parus au XXIe siècle, de Jean-Paul Delfino, Jean-Marie Bladeroble et Jean-Christophe Ruffin, Olivier Rigaudet signale le fait que les trois auteurs se donnent comme but la fuite, voire déconstruction, de clichés sur le Brésil. Et je cite encore Olivier Rigaudet. Dégagés d'une vision ethnocentriste et de l'idéal civilisateur, ces écrivains se sentent investis d'une conscience ethno-anthropologique qui les pousse à vouloir faire comprendre et interpréter le plus justement possible les multiples détails de la culture brésilienne, en dehors d'une vision touristique, d'un regard égaré par l'exotisme qu'ils dénoncent. En outre, il s'agit maintenant de faire jouer le concept de latinité, si fondamental jusqu'au début du XXe siècle, avec celui du processus de métissage culturel. Rita Olivieri Godet souligne le caractère essentialiste et dichotomique des représentations que l'on se fait du Brésil depuis toujours dans l'imaginaire européen. Elle en dégage une constante idéologique que l'on retrouve au fil du temps chez différents auteurs. Et je la cite, « Une même critique de la décadence de la civilisation européenne et une même volonté de la part de chacun d'eux d'ancrer dans ce pays l'espérance d'une humanité nouvelle. » Il est en plus question dans cette production littéraire contemporaine de combattre la méconnaissance des Français sur le Brésil et par conséquent les stéréotypes ancrés sur une approche euphorique de cet espace sud-américain.
Toujours est-il qu'une conception essentialiste de l'autre est de difficile disparition, et on signale qu'il serait nécessaire de dépasser les topos, ces images omniprésentes dans la représentation de l'autre, qui conduisent à le réifier sous l'étiquette d'une essence inaltérable. Le texte de Régis Tetamanzi, quant à lui, une introduction à Le voyage au Brésil, une anthologie de voyageurs français et francophones du XVIe au XXe siècle, en plus d'une présentation des critères de sélection des textes, respectives lignes thématiques et considérations sur le statut de ces auteurs, identifie comme l'un de ses objectifs, et je cite, « suggérer que les clichés ne sont pas une fatalité, qu'ils n'ont pas forcément la vie dure, dès lors que l'on prend un peu de recul historique. Bien que l'on considère des possibilités de refiguration des représentations sur le Brésil, on a à nouveau affaire à des stéréotypes et de repérage de quelques-uns des topoi offerts par ces récits. Pays qui intrigue et séduit, espoir et fascination. Depuis sa découverte, au début du XVIe siècle, le Brésil n'a cessé de fasciner l'Europe. Voilà des constantes à ne pas oublier. Et Tetamanzi estime même qu'il arrive fréquemment qu'on ne le connaisse pas très bien, mais peu importe. Le Brésil apparaît assez spontanément comme positif, et les Brésiliens passent en général pour des gens agréables. En même temps, peu de pays sont autant associés à des clichés persistants. Ce sont les mots de Tetamanzi. En partant du texte où le voyage est de la partie, même s'il n'est pas toujours question de littérature de voyage, les apports de Rita Olivieri-Godet et de Régis Tetamanzi mettent aussi en relief les images sur l'autre brésilien dont la littérature se fait véhicule, mais en particulier en certains types d'images, le stéréotype. Par conséquent, ce n'est pas un hasard le caractère fort productif d'une approche imagologique des textes de voyage, vu la présence considérable des hétéroreprésentations et des auto-représentations qui ont trait au sujet textuel et à son espace d'appartenance. Entendant par image une représentation culturelle soutenue par une relation de tension entre identité et altérité, dans le sens développé par Daniel-Henri Pajot, Jean-Marc Morat, cette présence intense d'images sur l'autre étranger donne à voir donc aussi des constructions identitaires relatives au sujet textuel. Cependant, pour ce qui est du stéréotype, il surgit souvent comme élément majeur et on n'insistera jamais assez sur le fait que ces images de l'autre s'inscrivent dans la longue durée et façonnent l'imaginaire culturel. Tel que Pajot le souligne, et je le cite, les images appartiennent au temps long, et plus particulièrement les images stéréotypées, parce que le stéréotype est foncièrement anachronique, ou mieux achronique, en ce qu'il sert à montrer et à démontrer, en dehors d'un temps historiquement défini, l'essence ou une part essentielle de la culture et de la nature d'un peuple. Fin de citation. La littérature de voyage, dans la mesure où elle accueille des mises en rapport entre la culture d'appartenance du voyageur et la culture d'arrivée dont il fait l'expérience, se présente en tant qu'espace fertile pour la construction, perpétuation ou redescription de représentations culturelles au sujet de l'autre, étranger, ancré sur une mémoire et histoire collective à appartenance nationale et ou transnationale, et sur une expérience d'un temps du présent médiatisée par le récit. En effet, les récits de voyage, fondés sur des déplacements factuels, se construisent sur des enjeux dialogiques de tout ordre. Les relations entre cultures, la culture d'appartenance et la culture cible, la réflexion sur l'autre et sur soi-même, le va-et-vient dialogique entre les différents textes qui intègrent la bibliothèque mentale de celui qui écrit et son propre texte. Ils se nourrissent d'autres textes de façon avouable et légitime, vu leur poétique, fondée sur une culture partagée qui rapproche de façon complice l'auteur et le lecteur. De fait, le récit de voyage se construit couramment à partir et à travers l'explicitation d'une auctoritas faite d'un ensemble majoritaire d'auteurs et d'œuvres qui dressent des représentations sur l'autre étranger. Le voyageur emporte toujours
en bagage mental fait de mémoire, servant de filtre à son regard sur l'espace visité. Outre les traces dialogiques explicites que les textes de voyage présentent abondamment, l'exploration d'une expérience et d'un patrimoine culturel commun, en patrimoine littéraire, pictural, filmique, est donc un des traits constitutifs de la poétique du genre. Par ailleurs, ce socle culturel partagé s'articule autour d'une double centralité, à savoir la centralité d'enjeu, celle de l'écrivain voyageur, et la centralité du récepteur, faisant appel à une interface qui engage et agrège ces deux instances, l'ensemble de représentations que la rencontre avec l'autre fait émerger. Penchons-nous maintenant sur ces deux sortes de centralité. La présence d'enjeux singuliers protagonise une écriture du moi aux résonances autobiographiques et presque toujours manifestée par un narrateur à la première personne, personnage principal et témoin d'une expérience viatique vécue à partager, est une axe et pilier structurant du récit. En fait, et paradoxalement, la spécificité des différents textes de voyage réside énormément dans un trait commun et conditionnant du récit, l'équation personnelle du voyageur, faite de choix singuliers, qui sont ancrés sur une sensibilité artistique, politique ou autre. Le récit de voyage est alors défini par l'assomption d'enjeux qui se présente en tant que voyageur, légitimant le particularisme de l'observation, du jugement et du rapport personnel face à une dimension d'étranger et qui donne à voir une géographie spécifique du regard et de la curiosité en développant une fonction de commentaire à l'adresse du lecteur. De même, au niveau de la production textuelle, la stratégie de la mise en partage, déjà soulignée, est aussi révélatrice de la centralité du récepteur. Nous nous référons à un imaginaire en circulation dans l'espace culturel d'appartenance et de l'auteur et du lecteur, l'évocation et usage d'une pléiade de références culturelles à facile identification de la part de la réception, misant sur le plaisir de la reconnaissance, signalé par Jean-Claude Bercher, et le stéréotype y est pour quelque chose, et en invitant le récepteur à être un compagnon de route. Une stratégie de proximité est ainsi déployée, et pour ce faire efficacement, le lecteur est souvent interpellé tout au long du récit. Et les marques illocutoires qui parsèment les textes en témoignent de façon exemplaire, faisant du récepteur un deuxième pilier dans la structuration du récit de voyage par cette présence plus ou moins explicitée du destinataire au niveau intratextuel. Juste pour souligner l'importance accordée au lecteur, il ne suffit que de rappeler d'autres choix constructifs communs à différents écrivains voyageurs qui permettent le dévoilement de traits de parenté, même si la singularité de chaque voyageur assigne au texte une empreinte personnelle. De fait, ils se construisent sur des stratégies communes qui misent sur la variété, car la lecture ne peut devenir l'occasion de monotonie, et le récit de voyage, s'il procure de l'information, il est aussi l'occasion d'une jouissance ludique. Ainsi, le narrateur circule-t-il entre une tonalité grave ou plaisante, le cliché du guide de voyage et le commentaire personnel, la note historique et la note légendaire, l'événementiel et le fictionnel, à proportions variables, afin de bien fidéliser et séduire le lecteur. Mais revenons sur la stratégie du partage, renforcée par tout un imaginaire en processus de revisitation, du fait que les récits viatiques sont fertiles non seulement pour ce qui est la construction d'images sur l'autre étranger, mais surtout parce qu'ils reproduisent et donc perpétuent tout un imaginaire collectif. En adoptant une écriture de la redite, l'espace rêvé qui plus est mythifié, en quête duquel le voyageur s'élance, est à tout moment mis en rapport avec celui dont on fait l'expérience. La confrontation permet de rappeler, à nouveau, des images transtemporelles, déjà figées sur cet autre étranger. Et même si la réalité empirique ne correspond pas aux représentations standards, le processus de perpétuation de cet imaginaire a lieu par l'appel constant à une mémoire collective. Au début de notre intervention,
et partant de la paire France-Brésil, nous rappelions les apports de Rita Olivieri-Godet et de Régis Tetamanzi au sujet des images sur l'autre brésilien dont la littérature se fait véhicule, mais en particulier le fait que malgré quelques refigurations de ces images, en certains types de représentations, le stéréotype tendait à perdurer. Et Rita Olivieri-Godet d'observer que, et je la cite, les images que livrent du Brésil les récentes œuvres littéraires publiées en France sont le résultat des relations complexes qui, au fil du temps, se sont établies entre les deux peuples. S'y mêle la vision réelle, le plus souvent imprégnée de leurs propres fantasmes, que les écrivains ont eu de cette nation et que leur dictait, au moment historique précis où ils écrivaient, l'imaginaire social de leur communauté nationale. Les écrivains qui s'attachent à faire l'expérience de l'autre, ici du Brésil, dit-elle, se livrent à une exploration des relations entre identité et altérité, en croisant des images déjà bien balisées entre le vieux monde et le nouveau monde. De la sorte, et pour les raisons énoncées, la littérature, et le cas échéant la littérature de voyage, présente un rôle non négligeable dans le cadre des relations interculturelles, par la mise en circulation de représentations, et qui plus est, elle s'avère être une littérature de médiation, entendant par médiation l'ensemble des pratiques culturelles que suppose la mise en contact de deux réalités littéraires et culturelles, à commencer par celle de l'écrivain intermédiaire et les différentes modalités de l'écriture de la médiation, écriture sur un espace intermédiaire, celui que dessine les relations entre deux ou plusieurs textes, littérature, espace culturel. Ceci dit, penser les espaces, les imaginaires, les circulations de représentation, notamment de l'ailleurs, penser les dialogues France-Brésil, c'est continuer à s'attarder sur un corpus parfois vu comme traditionnel, mais à l'impact significatif, non négligeable, vu les enjeux transtemporels qu'ils mettent en œuvre. Je vous remercie. Oui, et maintenant les questions. Merci. J'aurais plusieurs questions, si c'est possible, si ce n'est pas trop. D'abord, une question pour Fatima. Vous parlez tantôt de littérature de voyage, tantôt de récits de voyage, tantôt d'œuvres littéraires. Et j'ai du mal à m'y retrouver parce que vous citez aussi Ruffin, par exemple. Pour moi, ça ne relève pas de la littérature de voyage, ni du récit de voyage. Donc j'aimerais d'abord quelques précisions par rapport aux délimitations que vous faites dans les corpus. Et puis j'aurais une autre question aussi. Vous évoquez la fascination pour le Brésil et en même temps des stéréotypes extrêmement puissants relatifs au Brésil, donc à travers ce corpus, mais que j'ai du mal à identifier. Et j'aimerais savoir quels sont les arguments que vous mobilisez pour cela, parce que j'ai vraiment l'impression que chaque fois que je participe à des rencontres relatives aux représentations ici du Brésil, mais de l'Inde, de l'Afrique du Nord, du désert, etc., j'entends exactement la même chose. C'est-à-dire parler de fascination et parler de stéréotypes extrêmement puissants. Et donc ma deuxième question, ce serait de savoir si où est-ce que vous identifiez, sur quels travaux vous vous appuyez pour dire qu'il y aurait ce supplément brésilien en termes de fascination et en termes d'induration des stéréotypes. Et puis ensuite, j'aurais une question pour David, si c'est possible. À vraiment parler, peut-être que je n'ai pas été très claire. Je ne suis pas partie d'un corpus de textes littéraires. Je suis partie des constatations qui ont été faites, dans ce cas précis, par deux auteurs qui ont étudié
différents textes de voyage que j'ai bien dit qui étaient vraiment divers en termes génériques. Je suis consciente que les deux auteurs ont travaillé des textes bien différents et très diversifiés. Pour ce qui est de Rita Olivier Rigaudet, il s'agit de travailler des romans. Ce n'est pas, à mon avis, bien évidemment, de la littérature du voyage. C'est du voyage dans la littérature, d'accord? Et Teta Manzi, lui, il va faire une anthologie de textes de voyage, mais même cette anthologie-là, elle présente des textes bien différents. On a des textes plutôt historiques, de nature plutôt anthropologique. On a des textes que l'on dirait plutôt avec une valeur littéraire, esthétique. Même cette anthologie-là, elle est déjà un peu diverse dans le choix des textes qu'elle nous présente. Donc, pour moi, la littérature du voyage, quand je parle de littérature du voyage, il s'agit de parler d'une littérature qui part d'une expérience effective du voyage, même si après, il y a une émancipation par rapport à cet univers référentiel. D'accord? Bon, mais moi je ne suis pas partie donc, dans le corpus textuel qui intègre des textes de voyage. Je suis partie des constatations de Olivier Rigaudet et de Teta Manzi parce qu'elles m'intéressaient, car elles mettaient en relief le fait qu'il y a toute une perpétuation, surtout de clichés, de stéréotypes, même si parfois on est capable de repérer des possibilités de questionnement de ces clichés, et on avance déjà avec d'autres images, d'autres représentations, je dirais actualisées de l'espace visité. Et c'est ce que je voulais travailler. C'était effectivement la fonction, le rôle de la littérature du voyage, d'une part dans la présentation, dans la construction de représentation, mais surtout cette constante tâche inconsciente, d'une certaine façon, de perpétuation du stéréotype. Parce que même quand il y a des questionnements du cliché, on rappelle toujours le cliché. Et donc, il continue à être véhiculé. Et donc, ça, d'une part. Est-ce que vous pouvez me rappeler votre deuxième question? Oui, la deuxième question, c'était simplement sur une remarque que vous avez faite à propos de la fascination pour le Brésil et l'induration des stéréotypes qui seraient plus forts qu'ailleurs. Et je disais que finalement, c'est quelque chose que j'entendais à propos de tous les lieux pour lesquels il y a cette espèce de déplacement physique, de rapport à l'altérité. Voilà, donc est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique Bon, d'une certaine façon, j'ai déjà répondu à votre question parce que, je l'ai bien dit, je n'ai pas travaillé un corpus spécifique de textes de voyage sur le Brésil. Je pars surtout pour ma réflexion des études sur des textes qui présentent des voyages ou de littérature de voyage, et je pars de l'identification que des auteurs font de ces clichés. Mais je n'ai jamais affirmé que les stéréotypes sont plus forts pour ce qui est le Brésil. Non, je ne disais pas que c'était quelque chose que vous affirmiez, mais simplement comme vous avez repris cela, je me disais, est-ce qu'il y a des références spécifiques qui permettent de le dire, parce que finalement, c'est un autre stéréotype que de dire que le lieu que l'on connaît est porteur de stéréotypes qui seraient toujours plus importants que d'autres. Oui, bon, c'est vrai. Maintenant, ce serait aussi intéressant qu'on se penche sur des textes en particulier, mais ce qui est mis en relief par les auteurs qui ont travaillé ces textes sur le Brésil, c'est le fait qu'il y a cette séduction qui surgit d'une vision exotique de cet espace, cela d'une part. D'autre part, le fait que le Brésil est souvent identifié comme cette possibilité de, je ne dirais pas de rédemption, mais c'est une issue pour quelqu'un qui surgit du vieux monde et qui est parti du vieux monde. Et donc, c'est dans cette dimension-là, dans cette perspective-là, que ces auteurs parlent de fascination et parlent d'espoir.
qu'il trouve dans ces différents textes. Merci. Je peux encore poser... Désolé de prendre la parole aussi longuement, mais j'ai trouvé tout ça passionnant. Alors, excusez-moi, je suis arrivé avec 1 ou 2 minutes de retard. Peut-être l'avez-vous dit dans votre introduction, mais je me posais une question sur l'itinéraire de Léry au Brésil. Bon, ça c'est très, très factuel. Et puis d'autre part, vous évoquez... moi, je n'ai jamais lu ce texte et j'ai très envie de le lire maintenant. Vous évoquez le regard de Lévi-Strauss et cette espèce de regret finalement de Lévi-Strauss en disant ce qu'il a fait, on ne le fera plus jamais. Moi, j'ai pensé à un autre anthropologue et un élève d'ailleurs de Lévi-Strauss, puisqu'il a été son thésard, c'est Philippe Descola. Et je me suis dit qu'il y avait une espèce de très grande modernité, voire post-modernité, chez Léry, dans cette approche très... ce comparatisme, cette capacité de décentrement qu'on retrouve un petit peu chez Descola dans sa réflexion sur les ontologies et sur la relation nature-culture. Donc voilà, simplement, est-ce que ça fait partie des références que vous pouviez avoir à l'esprit en faisant ce travail-là? Alors, je réponds à votre première question. Jean de Léry, en fait, je n'ai pas eu le temps de le dire, se trouve dans la baie de Rio de Janeiro. Je ne l'ai pas dit non plus, il vient à l'appel de Villegaignon, dans ce qui devait être un projet de France antarctique, et qui a échoué. Mais je n'ai pas le temps de développer ce point. Mais voilà, c'est la baie de Rio de Janeiro. Et Lévi-Strauss retrouve des descendants des Tupinambous que Jean de Léry rencontre en 1557, réfugiés en Amazonie, c'est-à-dire à une distance faramineuse. Et il essaye justement, pour recréer ce lien de nostalgie plutôt que de regret, de valider, ou en tout cas de justifier la possibilité de ce parcours-là et de relier donc les Indiens qu'il voit et les Indiens que Jean de Léry a vus. Donc voilà, c'est pour situer géographiquement l'endroit. Ensuite, par rapport à votre seconde question, oui, les ethnologues ont été fascinés par Jean de Léry parce que il décrit, et il décrit sans trop de filtres. C'est-à-dire qu'il se laisse prendre finalement par ce qu'il voit, et c'est ce que recherchent les ethnologues, essayer de limiter, ou en tout cas d'en avoir pleinement conscience, cette distance entre leur objet d'étude et ce qu'ils voient. Cette capacité de décentrement dont vous parlez, elle est extrêmement spectaculaire chez Jean de Léry, qui est horrifié par exemple, le cannibalisme, et qui, au bout d'un moment, va presque l'excuser, surtout en comparant avec ce qui se passe en Europe, ces massacres entre catholiques et protestants. Donc, mais ce que je voulais ajouter, c'est que quand on regarde ce que dit Claude Lévi-Strauss sur son rapport au texte de Jean de Léry, il y a une évolution entre 1957 et le début du XXe siècle. Jean de Léry ne veut pas finalement qu'on retienne ce qu'il a dit dans Triste Tropique comme étant absolument vrai. C'est-à-dire que Jean de Léry serait l'ancêtre des ethnologues. Il veut rendre au texte une forme de liberté. Il dit c'est un roman d'aventure. Il évolue donc parce qu'il craint et il explique cette évolution en disant moi-même quand j'écris Triste Tropique, je fais des effets de rhétorique dans mon texte. Je suis moi-même écrivain. Donc s'il y a en effet chez Jean de Léry, comme le dit souvent Claude Lévi-Strauss, ce qu'il appelle le bréviaire de l'ethnologue, au bout du compte, il essaie finalement de sauver Jean de Léry de cette case et de cette fermeture, et de rendre au texte sa liberté et sa nouveauté. Voilà ce que je pourrais répondre à votre question.
propos de la discussion qu'il y a eu tantôt, juste participer à propos de ce que notre collègue dit et discuter un petit peu avec Madame Fatima. D'abord, Madame Fatima, je vous félicite de votre présentation parce que j'ai identifié beaucoup de Brésiliens ou un comportement de beaucoup de Brésiliens dans ce que vous avez dit, dans votre texte. Dans quel sens? Je vais vous dire qu'il y a plusieurs stéréotypes, plusieurs images, plusieurs représentations du Brésil qui, oui, finissent par se perpétuer dans l'imaginaire collectif, encore aujourd'hui, de beaucoup de Brésiliens qui, par paresse ou aliénation culturelle, finissent par mimétiser the American way of life, ou the États-Unis way of life, ou the French way of life, ou la manière occidentale d'être. Au lieu de continuer à chercher une identité créolisée, comme on a d'après ce que... toujours je cite Édouard Glissant dans sa pensée créole, parce qu'il va inclure le Brésil, surtout le nord-est brésilien. Et alors on parle des Brésils différents. Aujourd'hui aussi je vais parler de deux Brésils. Il y a plusieurs Brésils. Alors déjà, il y a des différents Brésils dans ce pays continental. Et alors là, dans un pays, dans le Brésil du littoral, qui a ce qu'on appelle le Brésil légal, oui, il y a cette perpétuation, il y a la reproduction de American Way of Life, voilà, de cette façon occidentale d'être. Et alors là, oui, on voit la perpétuation de plusieurs stéréotypes dans le comportement collectif de beaucoup de Brésiliens, malheureusement encore aujourd'hui. Alors là, je vous félicite parce que vraiment, j'ai reconnu dans votre texte ce que se passe encore au XXIe siècle au Brésil. En tant que Brésilien, je vous dis ça. Merci, je crois que je n'ai rien à répondre, c'est encore une observation, un commentaire, mais je voulais juste profiter de vos mots parce qu'on vous parlait de différents Brésils. Déjà, on parle tout le temps du Brésil, de stéréotypes à propos du Brésil, et on devrait parler de différentes représentations des Brésils. Merci. Oui. Puisque on en est aux félicitations, je voudrais féliciter David Diop pour son texte. Malheureusement, moi aussi j'ai raté le début, donc je croyais que il y aurait peut-être encore un travail avant, enfin finalement une intervention avant. Je me suis rendu compte maintenant que c'est vous qui avez commencé, donc c'est dommage, mais enfin, par ce que j'ai entendu, je vois que vous avez renouvelé la lecture de certains textes qui sont enfin, assez connus de certaines personnes au Brésil, par exemple, moi, mais vous l'avez fait d'une façon très cohérente et c'est très intéressant parce que votre texte aussi a une qualité littéraire finalement, parce que vous avez en quelque sorte fait une filiation non seulement théorique, ethnographique ou anthropologique, mais vous avez aussi établi en quelque sorte une continuité par rapport au langage, une filiation de discours, enfin un emboîtement de discours finalement littéraire en ce sens qu'ils se veulent ou enfin qu'on doit les vouloir libres. C'était très intéressant, et donc votre texte aussi avait plein d'effets de rhétorique, mais de bons effets de rhétorique, une bonne rhétorique. Enfin, c'était une impression un peu chaotique. Pardonnez-moi, ce colloque, il est assez intense, depuis le matin jusqu'au soir, et enfin, n'est-ce pas, sur le dernier jour, ben voilà. Bon. Si je pouvais rougir, je rougirais. Merci pour
pour vos compliments. C'est très aimable. Bom, merci à toutes. Quer falar alguma coisa? Quer falar? Ah, merci.